Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Hashtag Partenaire sur le pouce, les webinaires de présentation des ressources du territoire proposé par le DAC 77 Nord. Je suis Solène Thiebaud, je suis chef de projet territorial au sein de l'association. Nous entamons un nouveau cycle sur 2024 pour vous présenter les ressources que vous pourrez mobiliser dans le cadre des soins palliatifs. Du coup, sur recevant l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques d'Île-de-France, Palipède, avec Mesdames Luchère et Bourguignon. Je vais leur laisser la parole dans quelques minutes. Donc, un petit rappel pour les règles de fonctionnement. Donc là, le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite à couper vos micros au moment de la présentation. Vous aurez à l'issue du temps de présentation un temps pour les questions-réponses, mais vous n'hésitez pas au fil de l'eau de les poser dans le chat et moi, je vous ferai ma voix. Et puis, au moment des échanges, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à vous manifester. À la fin de la présentation, je vous ferai également parvenir dans le chat de la discussion un petit lien vers un questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours et on vous fera parvenir également la présentation par mail. Je laisse la parole à l'équipe de Palipède. Merci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. On va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Audrey Luchère, je suis une des deux infirmières de Palipède. Et je suis Iris Bourguignon, une des deux psychologues de Palipède. Et du coup, on a été missionnés aujourd'hui pour vous présenter notre équipe, nos missions et comment il est possible de faire appel à nous. On s'est dit que on n'allait pas vous parler uniquement de l'équipe, de nous, mais on allait aussi surtout vous parler des enfants, parce que nous, on fait exclusivement de la pédiatrie, donc des enfants qu'on est amené à voir, en tout cas, ou pour qui on est amené à graviter dans leur prise en charge. Donc, sont concernés tous les enfants et adolescents atteints d'une pathologie grave, menaçant ou limitant la vie et entraînant une vulnérabilité. On vous a mis, entre parenthèses, 0-18 ans. La- L'expérience et l'avancée des prises en charge font que maintenant on intervient également en anténatal, donc avant la naissance, et on ne s'arrête pas stricto sensus à 18 ans. On arrête d'intervenir dès lors que l'enfant, enfin en tout cas l'adolescent ou jeune adulte, passe dans une structure adulte. C'est-à-dire que si l'enfant ou le jeune adolescent a 20 ans, 21 ans, 22 ans, mais est encore accueilli dans une structure pédiatrique, dans un IME, parce que on connaît les difficultés de la réorientation, de tout ça, qu'il y a eu un amendement Creton qui fait que l'institution est amenée à pouvoir poursuivre son accompagnement, on peut toujours, euh, on peut toujours intervenir pour ce jeune adulte. Donc, on intervient pour les enfants, on intervient pour leur entourage et on intervient pour les professionnels concernés dans la prise en charge. On s'est dit que il était pas mal de quand même refaire une définition des soins palliatifs pédiatriques et de ce que nous, alors c'est pas nous Palipède, hein, mais de ce que la société savante française, voire francophone, a défini comme étant des soins palliatifs pédiatriques. Et donc, sont définis les soins palliatifs comme des soins actifs. Ça, c'est quelque chose que nous, on estime très important à avoir en tête. Donc, des soins actifs qui visent à préserver ou à améliorer la qualité de vie en prenant en compte les dimensions physiques, psychologiques et sociales et spirituelles, pardon. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas uniquement à la maladie, aux symptômes physiques. On englobe vraiment tout l'enfant et toute sa famille. L'objectif est de soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, mais aussi d'éviter des investigations et des traitements qui paraissent déraisonnables.
La mission des soins palliatifs, c'est aussi de soutenir les familles tout au long de l'accompagnement de l'enfant, et ce jusqu'au décès, et je rajouterais même après, comme on le dit, le suivi de deuil fait partie des soins palliatifs pédiatriques, c'est-à-dire que notre mission ne s'arrête pas au moment du décès de l'enfant, il se poursuit bien après. Les soins palliatifs pédiatriques, ça concerne tous les enfants atteints d'une pathologie menaçant ou limitant la vie, comme on l'avait précisé dans la diapo précédente, quel que soit son âge, donc de la période anténatale jusqu'à 18 ans, voire plus. Et ça concerne absolument toutes les spécialités de pédiatrie. On ne s'arrête pas à une spécialité, on ne s'arrête pas à l'oncologie ou la neurologie, vraiment, quelle que soit la spécialité, dès lors que la vie est menacée ou limitée, les soins palliatifs pédiatriques peuvent être inclus dans la prise en soins. Il n'y a pas de temporalité prédéfinie, ça ne se limite pas à la fin de vie. Ça, c'est quelque chose qui nous semble absolument majeur de retenir. C'est que les soins palliatifs, ce n'est pas que la fin de vie, ce n'est pas que la phase d'agonie. Ça commence, en tout cas, nous, on se dit qu'il est important d'inclure une prise en charge palliative dès lors que le diagnostic limitant la vie est posé, parce que chez les adultes, il a pu être défini, enfin en tout cas pu être exploré, que une prise en charge précoce en soins palliatifs n'est que bénéfique. Donc, on essaye vraiment d'intégrer que, même si c'est très sociétal, que les soins palliatifs peuvent être la fin de vie, ce n'est pas que ça, et c'est beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup plus en amont. La durée, elle est extrêmement variable. Ça peut être quelques heures à des dizaines d'années. Quand je parle de quelques heures, c'est notamment tout ce qui est la périnate, la néonatologie, où il y a des diagnostics anténataux de maladies létales. Et donc, du coup, il y a un accompagnement palliatif d'un enfant pendant quelques heures avec ses parents. Les traitements curatifs n'excluent pas une approche palliative et vice-versa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas curatif, ça s'arrête palliatif. Les choses peuvent s'imbriquer. Ça peut être complémentaire, ça doit même être complémentaire. Et donc, ces deux modes de prise en charge peuvent être complémentaires, je n'avais pas vu. C'est ce qu'on appelle la démarche palliative intégrée. Les Québécois, les Canadiens, ont divisé les soins palliatifs pédiatriques en 6 groupes. Et on se base énormément, nous, sur cette classification parce qu'on la trouve extrêmement explicite et ça permet de mieux visualiser les choses et de mieux visualiser ce qu'on entend et que rien n'est figé, en fait. Comme on peut le voir, par exemple, avec le groupe 1, qui regroupe tous les enfants qui ont une maladie pour lesquels un traitement curatif existe, mais où l'échec est possible. Cette phrase, elle veut bien dire qu'en fait, on peut sortir des soins palliatifs. Le groupe 1 permet cette notion-là, c'est-à-dire que là, actuellement, il y a un traitement curatif, il peut échouer, mais il peut aussi réussir, et donc là, on sort des soins palliatifs. Parfois, il y a un échec, et donc l'accès aux soins palliatifs est nécessaire. Il y a la notion d'incertitude qui est vraiment très importante à retenir dans les soins palliatifs, ou quand les traitements curatifs sont inefficaces. Et là, on est typiquement dans les cas de cancer, toutes les prises en charge en oncopédiatrie. Il y a le groupe 2 avec les maladies dont une mort prématurée est inévitable, mais il y a un traitement intensif qui permet de prolonger la vie en gardant une activité quasi normale par rapport aux autres enfants du même âge. Et là, typiquement, c'est toutes les maladies type mucoviscidose, même si l'avancée de la médecine fait que de plus en plus, l'annonce d'une pathologie telle que la mucoviscidose n'est plus forcément annoncée comme une maladie en soins palliatifs parce que maintenant, il y a des traitements qui font que on peut avoir une vie quasi normale avec une espérance de vie de plus en plus rallongée. Il y a le groupe 3 avec des maladies progressives. Il n'y a aucun traitement symptomatique qui peut ralentir la maladie. C'est typiquement les maladies neurodégénératives et c'est là où la prise en charge palliative s'étend sur de très nombreuses années.
Les groupes 4, c'est les enfants atteints d'une pathologie neurologique, mais un peu fixée. C'est-à-dire que il n'y a pas de notion de dégénérescence, mais il y a quand même des complications qui sont attendues et possibles, et c'est ça qui va rendre encore plus incertain la vie et qui va conduire à une très probable mort prématurée. Donc ça, c'est toutes les pathologies neurologiques, les infirmes cérébro-moteurs et les maladies génétiques. Le groupe 5, c'est tous les groupes, enfin tous les enfants nouveau-nés dont l'espérance de vie est très limitée. Iris va ensuite après vous présenter notre équipe, mais c'est un groupe qui est en pleine expansion, enfin, en tout cas nous en Île-de-France. Et donc on a avec grand plaisir une sage-femme qui a rejoint l'équipe à temps plein, et vraiment les nouveau-nés sont un groupe qui explose actuellement. Et il y a le groupe 6 qui va avec la définition des soins palliatifs qui témoignait que les soins palliatifs sont aussi après la perte de l'enfant. Et donc le groupe 6 regroupe tous les membres d'une même famille ayant perdu un enfant, quelle que soit la cause du décès. C'est-à-dire que le décès peut être soit attendu, soit accidentel, soit... bah oui, j'allais dire les suicides, mais les suicides, c'est accidentel. Donc, enfin, On pourrait le considérer comme tel. En tout cas, voilà, c'est brutal. brutal, Honnêtement, exactement. Donc, quelle que soit la cause du décès de l'enfant. Voilà. Donc effectivement, je vais vous présenter un petit peu l'équipe de Palipède et nos missions. Donc effectivement, comme le disait Audrey, on a donc effectivement une sage-femme, car effectivement le groupe des enfants, la périnatalité est vraiment considéré par l'ARS comme étant un des grands axes sur lesquels voilà, on est appelé à se focaliser. Donc on a en parallèle donc de notre sage-femme 2 infirmières, dont une puéricultrice, 2 médecins, 2 psychologues et 2 chargés de mission, avec des temps de présence variables, mais qui en tout cas représentent à peu près 6,6 équivalents temps plein. On est donc une équipe qui a pour mission d'acculturer les équipes. C'est vraiment notre rôle principal dans leur accompagnement des prises en charge palliatives. Alors ça peut prendre vraiment divers visages, voilà, diverses situations. Ça peut être à la fois dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires ou de réunions collégiales qui vraiment voilà, s'inscrivent dans le parcours de l'enfant. Ensuite, dans quelque chose qui relèverait davantage d'une forme d'expertise clinique, si je peux le dire ainsi, qui correspond davantage à des formes de réunions un peu sur mesure autour de patients, de situations très spécifiques qui visent voilà, à s'intéresser davantage à l'évaluation et la gestion des symptômes, ou alors comment est-ce que les parcours de soins peuvent s'organiser, peuvent aussi parfois se réorienter en fonction des situations. Voilà, donc aussi en fonction des besoins des équipes en termes d'accompagnement, que ce soit voilà, davantage technique, comme je viens de le dire, mais aussi au niveau psychologique ou émotionnel. Et voilà, ça nous arrive également d'être présents autour des temps d'annonce de soins palliatifs, en tout cas particulièrement dans le comment faire, dans l'accompagnement du quoi dire ou du comment faire. On est plus rarement présent en présentiel, mais en tout cas, voilà, on est vraiment là pour aider à penser tout ça. Voilà, et donc donc ça, c'est vraiment ce que nous, on appellerait les réunions situations complexes. Et il y a effectivement d'autres contextes davantage de partage d'expériences autour de décès qui peuvent prendre la forme de groupes de parole, mais également autour de thématiques transversales et qui là sont vraiment dédiés à ces temps très particuliers des fins de prise en charge, où l'idée est vraiment de permettre aux équipes de pouvoir clôturer un peu comme il se doit, de pouvoir voilà, prendre ce temps-là. Et dans cette notion d'acculturation, on a également ces moments de compagnonnage, comme on les appelle, autour de visites à domicile conjointes avec, voilà, que ce soit avec des collègues d'HAD, que ce soit avec des équipes de centres de proximité. Même avec les équipes des instituts type Voilà. IME, Ouais. CESAD, voilà, dès lors que une équipe intervient de façon assez systématique autour de l'enfant, nous, on peut se greffer exactement à une visite au domicile pour rencontrer la famille, l'enfant ou que la famille. Mhm. Voilà.
les fratries parfois de Les façon fratries, absolument. plus ponctuelle. Voilà, et dans cette idée d'acculturation, on a aussi cette notion effectivement, qui va, évidemment, de pair d'informer et de former. Donc effectivement, Paliped organise des formations régionales et territoriales. Alors dans les formations régionales, on a notamment de 2 à 3 journées organisées par Paliped par an, une assez large au niveau des soins palliatifs qui a lieu en mars, et 1 à 2 journées dédiées davantage au polyhandicap qui, elles, ont lieu en juin et en novembre. Et cette année, il n'y en aura qu'une en novembre. Si je peux me permettre, Mais je on vous en a prie. déjà fixé la date de celle de l'année prochaine, qui sera le 25 mars. Voilà, pour celle de mars, ouais. Donc, si vous voulez déjà retenir sur vos calendriers la date de l'année prochaine, le thème reste encore à définir, même si on a une petite idée, mais ouais. Voilà. Donc ces formations régionales, on va dire plus globales, se couplent avec des formations initiales, qu'on fait davantage dans les lieux de formation initiaux, c'est-à-dire les IFSI, les IFAP, les ESF, mais aussi, de plus en plus, voilà, on se tourne vers les universités pour, ce qui correspond aux études de psychologie. Et donc, en parallèle de ces formations, on en fait également des formations continues au sein des établissements, en fonction, voilà, c'est vraiment des formations sur mesure, en fonction des besoins des équipes, en fonction, voilà, de ce qui peut poser problème ou question à des moments parfois très ponctuels, mais voilà, ou si c'est des choses récurrentes. En tout cas, c'est vraiment des formations que l'on fait sur mesure en fonction des besoins. Et qui peuvent, voilà, toucher vraiment à toute thématique autour des soins palliatifs pédiatriques. C'est ça, c'est qu'on n'a pas de formation prédéfinie qu'on balance entre guillemets à toutes les équipes. C'est que vraiment on fait en fonction de ce qui pose problème au sein de l'institution et on essaye de travailler pour que ce soit au plus réel et au plus concret de ce que vivent les équipes dans leur quotidien. Et donc en addition de tout ça, on a aussi un rôle autour de la prise en charge de l'entourage, et qui notamment se centre autour de la notion de répit, mais pas que. Donc Paliped organise 6 à 8 séjours par an de 5 jours, qui permettent d'emmener 4 à 5 familles dans un centre, dans un gîte même plutôt, en Bretagne. Et cela de façon à pouvoir emmener les parents, l'enfant et la fratrie, et ce, voilà, toujours en accord avec le corps médical, pour s'assurer que tout se passe bien. Et à ce propos, concernant les séjours de répit, j'en profite si c'était quelque chose qui pouvait intéresser. On a vraiment cette notion de toujours proposer aux équipes de se tourner d'abord vers nous avant d'en parler aux familles, pour éviter toute fausse joie et toute déception. Donc vraiment, s'il y a des questions ou des idées, de ne pas hésiter à se tourner vers nous. Donc dans cette idée de répit, mais d'ailleurs on vous en parlera, j'y pense Ouais. un peu plus en détail tout à l'heure, donc je vais peut-être pas m'y attarder maintenant. Mais voilà, donc il y a aussi un projet autour d'une maison de répit dont je vous parlerai tout à l'heure, et un week-end dédié aux familles endeuillées, qui celui-ci a lieu 1 fois par an. Et j'en profite parce que l'équipe de Palipet est donc l'équipe de ressources de soins équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques d'Île-de-France, mais donc simplement pour préciser qu'il y en a une par Absolument. région, alors les anciennes régions. Donc ça fait une petite vingtaine, je crois, un peu Ouais. moins, en France. Et donc voilà, nous, on est celle d'Île-de-France, mais il y en a donc une par région. C'est un dispositif, voilà, on est une association au sens stricto sensu, mais on est un dispositif public, pris en charge par l'ARS. Voilà, en ce qui concerne donc les lieux d'intervention, on vous en a déjà touché 2-3 mots tout à l'heure, mais voilà, on intervient vraiment sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France, du plus proche de Paris au plus lointain. Et on va à la fois dans que ce soit les centres hospitaliers de référence, de proximité, mais aussi avec la HAD, voilà, les SMR, les EMSPP, voilà, EMSPP, donc pédiatrique et adulte, parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément des EMSPP partout. Il y en a 3 dans Paris, que ce soit Robert Debré, Trousseau et Necker, mais voilà, il n'y en a pas partout. Donc on est évidemment extrêmement disponible pour accompagner les équipes adultes qui en auraient le besoin.
Et donc, on est également présent dans le champ du médico-social auprès de tous les instituts, que ce soit les EAP, les IME, les EME, les CESAD, enfin voilà. Et donc, ça inclut notamment les SSR, enfin les SMR, je l'ai dit d'ailleurs. Les changements d'acronymes, je m'y perds un peu parfois. Et donc, ça inclut notamment, évidemment, les cabinets libéraux, que ce soit les infirmières ou d'autres professions. Et c'est également dans nos missions, dans nos lieux, de nous déplacer dans les établissements scolaires, afin de pouvoir accompagner, que ce soit les équipes pédagogiques, mais aussi de pouvoir, de façon plus ponctuelle, mais aussi accompagner parfois les classes, les enfants dans des annonces qui pourraient leur être faites lorsqu'un enfant n'est plus amené à pouvoir se déplacer à l'école, entre autres lors de dégradation. Voilà, et donc on est amené à se déplacer à domicile de façon plus ponctuelle. Mais ça nous arrive évidemment. Donc effectivement, je vous disais à domicile, c'est plus ponctuel parce qu'effectivement, on différencie notre activité un peu en deux axes qu'on appelle de première ligne et de seconde ligne. Et donc la première ligne correspond effectivement à ces accompagnements, on va dire, plus proches du domicile, plus proches des familles. Voilà, on peut être amené à rencontrer des familles à domicile, ce qui a été le cas. Donc ça, ce sont les chiffres de 2021-2022 qu'on vous propose pour vous donner une petite idée de ce que représente notre activité. Donc voilà, ça représente 26 familles. Alors que en termes de seconde ligne, donc ce qui correspond à l'accompagnement que l'on peut avoir auprès des équipes soignantes. Donc que ce soit en hospitalier, en libéral ou en institut médico-social, comme je l'ai dit. Et ça représente plutôt 250 enfants pour 509 interventions en structure. Donc voilà, on peut voir qu'on a une différence entre la seconde et la première ligne, parce que malgré tout, comme l'a dit Audrey, le territoire de l'Île-de-France est un territoire très dense en termes de population, et donc ça représente beaucoup de situations, et on n'aurait pas les moyens humains, si je peux dire, pour avoir la même densité d'activités en première ligne que l'on a en seconde ligne. Ce qui est pas, et là, on a peut-être une petite subtilité par rapport aux autres ERSPP, les autres équipes ressources en France, qui peuvent avoir des fonctionnements un peu différents. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, les formations continues initiales ont représenté quand même un certain nombre d'heures de formation, que ce soit initiale ou continue. Et donc, le développement du projet périnatalité, donc on vous l'a dit, on a donc une sage-femme et qui est passée à temps plein il y a 6 mois. Et c'est un projet qui effectivement est tout à fait soutenu par quelque chose au niveau organisationnel par l'ARS, et qui donc voilà, est en plein essor, non pas parce qu'il y aurait plus d'enfants dans ces situations palliatives, mais bien parce que voilà, il y a un vrai intérêt et une vraie attention portée autour de ces situations périnatales, qui nécessitent voilà, c'est vraiment un projet de grande ampleur. C'est un projet assez ambitieux, mais qui est extrêmement important. Et on voit combien, depuis l'arrivée de notre sage-femme, c'est vraiment quelque chose, voilà, précieux. c'est extrêmement précieux, Ouais. exactement. Et on voit à quel point voilà, il y a un vrai besoin autour de ces questions périnatales qui a peut-être peiné à apparaître, mais qui en tout cas maintenant il y a une vraie écoute des, des services publics. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a une vraie écoute au niveau de l'attention qu'on peut y porter. Et donc, effectivement, comme je vous le disais, 6 à 8 séjours de répit, c'était le cas en 2021-2022. Donc, c'est cette description de notre activité, un peu pour vous donner cette image que peut avoir Palipède auprès des équipes et auprès des familles, de vraiment avoir une place de tiers pour vraiment permettre une coordination autour du soin, du parcours de soins, en faisant le lien, ou en favorisant le lien entre les différentes équipes d'une même prise en charge, et pour permettre vraiment de pouvoir s'ajuster le plus possible, pouvoir anticiper parfois, mais en tout cas, voilà, permettre de la fluidité et vraiment une grande flexibilité parfois dans les prises en charge. Voilà pour ce qui est de l'activité. L'une de nos principales missions, enfin en tout cas une qui nous prend beaucoup de temps, si je peux dire ça comme ça, Parce qu'on la considère parce qu'on la considère majeure et très importante, c'est celle du répit. Pour définir rapidement, le répit, c'est défini comme l'interruption momentanée d'une situation vécue comme pénible ou d'une souffrance qui s'inscrit dans la durée
c'est quand même typiquement, et ça va très en lien avec la définition qui a pu être faite des soins palliatifs, c'est-à-dire que les soins palliatifs ne sont pas que la fin de vie, c'est une phase c'est une prise en charge de maladies longues et de maladies demandant beaucoup d'énergie et d'investissement au quotidien pour l'entièreté des familles. Et donc, on peut voir que les familles nous font part d'un épuisement qui découle de différents facteurs et pour lesquels il faut être très attentif, que ce soit la durée de l'accompagnement, la lourdeur des soins, notamment pour les enfants porteurs de polyhandicap. La lourdeur des soins quotidiens, la charge en soins peut être très importante. C'est vraiment un concept, si je peux me permettre Ouais. d'ajouter, que le répit, ça fait vraiment écho à la notion des danses. Et que voilà, les danses, c'est vraiment quelque chose sur lequel on tend à porter aussi davantage et davantage d'attention, mais vraiment quelque chose qui a un très gros retentissement à la fois psychologique, physique, enfin, voilà. Et donc, on veille vraiment à avoir un œil très attentif sur ce qu'on appelle la cellule familiale et donc la préserver au maximum. Et donc, pour ça, on essaye, autant que faire se peut, d'organiser des temps de répit. Le répit, ça consiste à prévenir, soulager, soutenir et accompagner les personnes impactées par la situation. Et donc, ça comprend l'enfant, parce que lui-même peut être impacté, et sa famille. Donc, il y a deux formes de répit qui existent pour l'enfant seul, l'enfant malade seul, ou le répit en famille. L'enfant seul, on va essayer de se tourner vers les SMR tels que Bullion, Margency, La Roche-Guyon ou l'UGCAM, le PABR. C'est pour des répits, je dirais, momentanés sur une durée précise, avec une organisation bien précise et avec un temps de fin normalement défini en amont avec la famille. Et du répit court. C'est du répit, ouais, plutôt court. Il y a certains services hospitaliers qui peuvent nous permettre d'organiser des temps de répit en organisant des hospitalisations. Il y a la Villa Grenadine, faisant partie de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui est plutôt axée sur le handicap ou le polyhandicap et qui peut permettre par moment des répits le week-end ou en semaine pendant les vacances scolaires. Et puis, il y a différents types d'associations aussi dont on peut solliciter l'aide pour organiser des répits pour l'enfant seul. Et donc, nous, à Palipède, on organise des séjours familiaux de répit depuis 2012 qui sont orientés vers 4 grands types de maladies, que ce soit l'oncohématologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies digestives. On fait partir pendant les séjours 4 à 5 familles et sont conviés au séjour l'enfant malade, l'ensemble des parents et enfin les deux parents, pardon, et la fratrie. On convie aussi les parents, même s'ils sont séparés. S'il y a une bonne entente entre eux, il n'y a pas de raison que les parents ne puissent pas venir ensemble bénéficier d'un séjour avec leur enfant. Les séjours, ils sont encadrés par donc une coordinatrice, une ou deux infirmières. Il y a 2 infirmières pour les séjours de neurologie, parce que l'idée quand même est que pendant les séjours, les parents puissent vraiment souffler, puissent vraiment bénéficier de répit. Et donc, tout ce qui est soins de nursing, comme les douches, les changes, soit effectué par les infirmières, bien sûr en accord avec les parents. Et donc, voilà, c'est plus facile d'avoir 2 infirmières pour les séjours de neuro. Une psychologue qui est plus, bien sûr, qui est là pour les familles, mais qui est aussi surtout là pour l'équipe encadrante. Et des animateurs pour les fratries et les enfants. Les séjours, ils se passent tous en Bretagne. Ils sont gratuits. Tout est entièrement pris en charge par des levées de fonds organisées par Palipède. Ils sont Et il n'y a pas besoin de notification MDPH pour bénéficier de ces séjours de répit. Ils ne font pas partie des 90 jours répit qui peuvent être notifiés par la MDPH. Ils sont organisés dans un gîte adapté PMR qui est tenu d'un point de vue logistique par l'ancienne infirmière de Palipède. Donc, qui vraiment, on a un lien avec le gîte et nous qui est très, très fort. Enfin, voilà, on a entière confiance
en le lieu. Enfin, voilà, C'est quelqu'un qui connaît. on sait que c'est quelqu'un qui connaît et qui sera d'une extrême bienveillance et qui comprend l'utilité de ces séjours de répit. Et donc, il y a un vrai bénéfice à les proposer. Euh, les limites, ça peut être qu'il y a un éloignement géographique. Il y a 4 à 5 heures de route. Les séjours onco, cardio et des maladies digestives, on essaye de les faire partir en train. Ça limite un petit peu le temps de voiture. Mais les séjours neuro, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, on- il est nécessaire d'avoir en tête, en tout cas, que pour proposer le séjour de répit, il est nécessaire que l'enfant soit en capacité de tenir 4 à 5 heures dans la voiture pour aller jusqu'au lieu du gîte. Les dates sont fixes, c'est-à-dire que on a, voilà, un an avant, on définit les dates des séjours avec les types de pathologies qu'on va accueillir pendant ce séjour-là. Et on ne peut pas les modifier, donc parfois ça peut être un frein pour les parents. Et il y a une liste d'attente qui, par exemple, en euros, dont je m'occupe principalement, est extrêmement longue. 42 ou 62 enfants, je ne sais plus exactement là, mais il y a une très très grande liste d'attente. Comme vous a dit Iris, il est quand même très important avant d'inscrire l'enfant, qu'on en discute ensemble, parce qu'il y a quand même deux, trois critères qui nous semblent importants de voir avec vous si vous nous sollicitez. Mais de pas trop en parler aux familles, parce que voilà, si on n'a pas l'accord médical, bah, les familles, elles vont être déçues. Et donc, bah, ça sert pas forcément à grand-chose de leur ajouter la déception dans leur parcours qui est déjà bien compliqué. Donc voilà, on sollicite toujours, toujours, toujours un accord médical avant d'en faire part aux familles. Il faut que l'enfant soit mineur, là pour le coup, ou en tout cas dans sa 18e année, et habite en Île-de-France. Voilà. Sur les listes d'attente, il y a effectivement une longue liste d'attente, mais ce qui est certain, c'est que donc, ce sont nos deux infirmières, dont Audrey, qui s'occupent de ces listes. Et il y a malgré tout une attention qui est portée aux critères d'urgence, malgré Oui, tout. bien entendu. Cette liste existe, tu as raison, elle Ouais. existe, mais elle n'est pas figée dans le marbre. Et donc, le, l'urgence de besoin de répit ou l'urgence parce que l'enfant se dégrade, voilà, elle peut être entendue et donc on peut modifier l'ordre de la liste d'attente, bien entendu. Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de nous solliciter en amont pour qu'on discute de tout ça et que moi, je puisse avoir une visu sur quand proposer le séjour à la famille. Voilà. Et effectivement, moi, je vais un tout petit peu vous parler davantage de cette notion de ce projet répit, comme on l'appelle ici à Palipette, qui est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'équivalent d'une maison de répit. Donc, ce sera vraiment une maison dans le dur, qui aura donc qui va émerger à Boulogne-Billancourt. Pour l'instant, elle n'existe pas encore, mais elle devrait ouvrir dans les 2 années à venir, quelque chose comme ça. Ouais. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre, de pouvoir répondre aux besoins de répit, des aidants, de pouvoir permettre une continuité des soins et un accompagnement malgré tout, dans l'accompagnement, de la personne malade. C'est donc une maison transgénérationnelle avec des places pédiatriques adultes et âgés, mais également des places dédiées, aux aidants, seuls. Et c'est donc, ça correspondra au crédit de temps, je vais reprendre. Ça correspondra à un crédit de temps de 30 jours par an, qui sera, hors du décompte de celui de la NDPH. Ça correspond vraiment à un espace de vie, c'est vraiment pensé comme un espace de vie collectif et comme, vraiment, un lieu centré sur le bien-être, la qualité de vie et le repos. Et voilà, il y aura une importante, présence de bénévoles sur le lieu et en parallèle, de façon assez cousine, si je peux dire, il y aura donc l'existence d'une équipe mobile de répit
qui en gros représente la porte d'entrée du dispositif et qui voilà, permettra d'évaluer, d'accompagner, d'orienter les familles dans cette perspective et dans cette dynamique de répit, que ce soit vers la maison ou vers d'autres solutions. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur ici, de pouvoir permettre, on a une chargée de mission dédiée à ce projet répit et qui voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir mieux penser, mieux accompagner ces familles et ces aidants, hein, toujours dans cet écho de l'aidance dont je parlais tout à l'heure, pour voilà, pour vraiment leur permettre de sortir un peu parfois de cet isolement ou de cette solitude dans lesquelles ils peuvent être de facto placés de leur place d'aidant. Et tout à l'heure, effectivement, on n'a pas de diapo concernant le week-end de famille endeuillée. J'en ai très brièvement parlé. Je vais juste y revenir quelques minutes sur effectivement, donc c'est un week-end par an, je l'ai dit, et qui permettent donc de convier des familles avec les fratries. Il y a quelques critères d'inclusion pour ce week-end. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux familles et leurs enfants de pouvoir voilà, se retrouver à distance du décès, mais de pouvoir se retrouver et de pouvoir, voilà, c'est organisé, entre autres, il y a 2 psychologues dans cette organisation, notamment. Mais c'est voilà, il y a vraiment une attention qui est portée autour du lien et du souvenir, enfin du travail, du deuil. C'est extrêmement bien pensé. Oui, oui, c'est pas juste un week-end où on convie plusieurs familles qui ont perdu un enfant et on leur permet de passer un week-end ensemble. C'est vraiment un week-end qui est réfléchi avec des activités, avec qui ont tout un but. Enfin voilà, c'est pas juste un week-end à la campagne, c'est vraiment un week-end de post-deuil. Mmh. C'est pour ça qu'on a quelques critères d'inclusion parce que pour que ça puisse correspondre au projet de ce week-end. Ouais, ouais, notamment, voilà, on a une restriction autour des enfants qui seraient trop jeunes, Ouais. parce que voilà, on a bien conscience qu'il y a parfois des ateliers où les enfants sont «séparés» entre guillemets des parents et où effectivement des enfants trop jeunes auraient des difficultés, à se séparer de leurs parents et c'est bien normal. Et on Peut-être, mais en tout cas, c'est bien normal. on convie pas des familles ayant vécu un deuil trop précoce, enfin trop récent. Voilà, Ouais, ouais. exactement. On se donne un temps pour que la famille elle-même ait pu Avoir le temps. ouais, prendre son temps propre et ensuite on leur propose ce séjour-là. En sachant que les séjours de répit en Bretagne, c'est des levées de fonds privés. Donc, on a notre chargé de mission qui s'occupe de lever des fonds pour les 6 à 8 séjours par an. Et le séjour famille endeuillée, c'est sur les fonds de Palipène, je crois. Je crois aussi. C'est Et pour ça donc, qu'il y en a c'est qu'un. pour ça qu'il n'y en a qu'un. Et ce serait effectivement chouette d'en avoir davantage, mais Mais c'est pas possible. ça C'est demande parfois quelque également chose que beaucoup les de équipes travail. nous disent, mais effectivement, c'est pas possible d'en avoir davantage. Et du coup, on va clore sur cette notion de répit. Donc, mais simplement pour vous rappeler que c'est vraiment tout professionnel impliqué dans la prise en charge de l'enfant, que ce soit l'équipe référente ou non, peut solliciter Palipède, mais ça peut également être l'entourage, de l'enfant, si ça vient de voilà, si c'est une idée, si c'est un besoin, que vous identifiez chez eux, ça peut être tout à fait, voilà, leur prise d'initiative, si je peux dire ça comme ça et on vous a rajouté les différents, moyens de contact, pour nous joindre, que ce soit le mail, le site internet ou le numéro de téléphone et l'adresse évidemment pour plus de simplicité. En sachant que dans la présentation qu'on a fait passer à Solène, on a rajouté la plaquette, enfin le flyer du séjour de répit et la plaquette avec les coordonnées pro de tous les professionnels de Palipède. Donc vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le document qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Et effectivement, ces coordonnées que vous pouvez trouver dans le flyer, vous pouvez également trouver, chacun d'entre nous, chaque professionnel de Palipette sur le site avec les coordonnées correspondantes si vous cherchez, voilà. Et on l'a dit, on est présente auprès des équipes et effectivement, c'est souvent en format collectif, mais c'est également possible de parfois, avoir, de façon plus ponctuelle, les soignants de façon, individuelle pour des points très spécifiques. Voilà Voilà, et on vous remercie. merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation très intéressante avec tout le rappel, j'ai envie de dire, sur le cadrage, ce que sont les soins palliatifs pédiatriques. Je pense que c'est très enrichissant et intéressant. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, place aux questions. Du coup, connaissez-vous des initiatives en Seine-et-Marne de séjour de répit pour les familles? Alors, oui, on en avait un, mais ça, c'est l'association qui s'appelle Rebondir au-delà de ses rêves, euh, qui est une association qui accueille des familles au sein même d'une sorte de mini-ferme Ouais. et qui accueille des kangourous. C'est pour ça que ça s'appelle Rebondir. Et, mais pour l'instant, je crois que l'association prend une petite pause de quelques semaines. Donc voilà, il y a cette association qui existe dans le 77. Après, je n'en connais pas d'autres spécifiques au 77. Merci. Alors, moi, j'ai juste une petite question par rapport à la future équipe mobile de répit. Elle sera régionale ou vu que la maison sera... Alors, normalement, Non, je crois pas. il nous semble Ouais. Mhm. qu'elle sera, pour le coup, elle, pour l'instant, en tout cas, dans ses débuts, on l'espère qu'après, ce sera plus le cas, mais a priori, dédiée à Paris Intramuros dans un premier D'accord. temps. Hmm. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment Oui, qui est en cours. construction. Oui, C'est Hmm. vraiment, je veux dire, c'est vraiment en gestation pour l'instant. oui, Donc, oui. Hmm. voilà, on espère qu'à l'avenir, ça pourra être effectivement plus Mais déployé. qui a vocation, en fait, c'est le manque de moyens aussi qui bloque le Mm, fait que ce soit pas régional. Mais si il y avait les moyens, ça le serait. Mais pour l'instant, il est obligé de restreindre à un petit territoire qui est quand même celui de Paris, qui est déjà immense en fait, en densité de population. Mais voilà, je crois que pour l'instant, ça ne serait que mm. Paris, mais je suis pas sûre à 100%. Ça inclut pas les Hauts-de-Seine non plus. À vrai, Mm. je sais pas trop. À À vérifier. voir, Avec, à suivre. Ouais, Affaire à à suivre. suivre, exactement, oui. à suivre. Très bien. Est-ce que au niveau des participants, vous avez d'autres questions ou peut-être vous souhaitez intervenir directement pour échanger? Je pense que vous avez été très clair. On a pris un tout petit peu plus de temps que prévu, mais Il n'y a aucun souci, on est toujours dans les temps. voilà. Quand même, je me permets de le répéter encore une fois, avant qu'il y ait d'autres questions éventuellement. Vraiment, notre mission première est celle d'accompagner les équipes. On n'a pas vocation à devenir, ou en tout cas à être référent de la prise en soin et de la prise en charge de l'enfant. Donc, on a un rôle de coordination, de remettre du lien entre toutes les équipes qui gravitent autour de l'enfant, pour que tout le monde ait le même niveau d'information au même moment. Mais quand on intervient en institution, on n'arrive pas avec une baguette magique et avec des médicaments antidouleurs dans nos sacs à dos. Donc, on vient avec des pistes de réflexion, on vient pour être un peu une vision un peu extérieure parce que parfois, quand on est dans une prise en soin pendant une longue période, c'est difficile de voir des choses qui nous paraissent évidentes si on nous le racontait. Donc, on vient pour avoir ce regard un peu tiers, mais c'est vrai que on ne vous proposera jamais de devenir le prescripteur ou le référent de l'enfant pour lequel on interviendra. Ça fait pas partie de nos missions. Il y a plusieurs équipes, comme le disait Iris, qui font partie des équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques. Il y a beaucoup d'hôpitaux pédiatriques en Île-de-France et qui font extrêmement bien leur travail. Donc, nous, c'est plutôt pour faire de la coordination entre toutes les équipes qu'on intervient que d'être référent de la prise en charge et de la prise en soin. Aussi parce que les équipes qui prennent en charge les enfants les connaissent en général bien Oui, mieux que exactement. nous, en arrivant fraîchement, on pourrait les connaître.
Mais c'est aussi pour ça que Iris est l'une des deux psychologues et avec Jeff et ils sont l'équivalent de 1,1 pour l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. Il est physiquement et humainement impossible de faire des prises en charge suivies et régulières des familles. Donc en fait, ils auront une mission de réorientation, une mission d'écoute sur le moment, mais jamais une mission Psychothérapie. de psychothérapie et de suivi à long terme. Ce n'est pas possible. Par contre, on a beaucoup de ressources, hein, Exactement. de lieux, d'associations à recommander. Donc, vraiment, on est malgré tout effectivement appelable comme ressource. Mais effectivement, Audrey fait bien de le préciser, on n'a pas cette capacité humaine, malheureusement, de pouvoir suivre les familles, les parents, les fratries endeuillées d'Île-de-France. Pas toutes, ça, c'est pas possible. Oui, c'est impossible. Mais par contre, enfin voilà, s'il y a une situation extrêmement difficile dans un lieu, dans une institution, et qu'un professionnel sur l'instant T se sent euh, submergé, un peu débordé, nous on est là pour recevoir sa parole et pour l'écouter le temps que pas que le soufflet retombe, mais que les choses s'apaisent un petit peu. On peut faire office de soupape, entre guillemets, mais jamais malheureusement dans l'idée du long cours. Merci pour ces précisions. Bah, écoutez, on a plusieurs participants qui vous remercient et qui indiquaient que la présentation était très claire et qui n'avaient pas d'autres questions. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que faut pas hésiter à nous solliciter. Et si en fait ça fait pas partie de nos missions ou si on n'en est pas capable, on n'a aucun problème pour vous dire non, ce ne sera pas vers nous qu'il faut se tourner et vous aider à trouver la bonne équipe qui le fera. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et on fera au mieux pour soit vous aider si c'est possible, soit vous réorienter vers les meilleures équipes. Merci.